Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour un nouvel épisode récap de ce week-end fabuleux de college football auquel on a eu le droit. Le week-end qu'on attendait tous, cette week 5 qui était la week qu'on avait tous un peu entouré sur nos calendriers tellement elle était remplie de bangers. Et pour parler de ce slate du week-end dernier avec moi, Ryan et Max. Salut les gars. Salut. Salut. On va aller dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. Comme je l'ai dit, c'était un slate qui était très très rempli. On en a parlé dans le 1-2-6 qui était très ce qu'on appelle top heavy, donc de grosses affiches entre les grosses équipes. Et on va commencer tout de suite, pas forcément par une des plus grosses affiches qu'on avait, mais un match qui s'est, on a eu beaucoup de points, c'est le Notre-Dame-Arkansas. C'est pas un match sur lequel on va passer beaucoup de temps parce que finalement il a été très très rapidement fini puisque les Fighting Irish sont imposés 56-13 contre Arkansas. Il y avait 42-13 à la mi-temps, une sacrée boucherie avec 4 TD de Jeremiah Love, 2 au sol, 2 à la passe. Ryan, toi qui a regardé le match un certain temps, on va dire, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Écoute, Notre-Dame qui a un peu remis l'église au centre du village, pour ainsi dire. Arkansas avait la réputation, ou en tout cas de ce qu'on avait pu en voir sur le début de saison, ça sentait pas très très bon pour Arkansas, mais au vu des dernières weeks, Notre-Dame aussi avait quelques questionnements. Aurait pu se poser quelques questions suite à son bilan, mais aussi aux performances de ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Et là, au moins, ça a répondu de manière claire et ferme. Ils se remettent directement sur des bons rails, mais par contre, ça annonce aussi la couleur pour un Arkansas sur la suite de la saison. Arkansas, c'est quand même extrêmement faible. Et d'ailleurs, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, hein, mais très rapidement après la fin du match, Arkansas a communiqué sur donc le fait que Sam Pittman, le head coach, s'est donc fait licencier. Ça lui pendait un petit peu au nez depuis déjà le milieu de saison dernière. Il avait réussi à sauver sa tête un petit peu in extremis. On attendait de voir un petit peu cette saison quelle allait être la direction prise par cette équipe d'Arkansas. Et finalement, cette grosse déculottée aura été fatale du coup à Sam Pittman, qui termine donc son bilan à la tête des Razorbacks avec, je crois, 32 victoires pour 34 défaites. Ouais, c'est ça. Ce qui en soi est pas pire du tout pour un programme comme Arki, mais ouais, c'est vraiment sur le contenu des matchs où vraiment je pense que effectivement ça commençait à vraiment sentir mauvais. Maintenant, comme tu l'as dit, Kevin, j'ai regardé le match au début comment dire, de manière très assidue. Tu sais, j'étais vraiment à fond dedans et en fait, très rapidement, au bout d'un quart temps, un quart temps et demi, c'était déjà plié. Donc malheureusement, je regardais ça que d'un œil, quoi. Donc je pourrais pas parler plus en détail du contenu du match, mais au final, même en regardant que d'un œil, ça n'a pas forcément changé au cours du match. On a vu un Harki vraiment, vraiment en difficulté et Notre-Dame tout simplement au-dessus. Maintenant, pour avoir parlé un petit peu avec Gus, donc en privé, Gus nous disait de faire attention parce que ce match en fait soit pas l'arbre qui cache la forêt. Selon lui, il y a encore des vrais problèmes à Notre-Dame. Il y a toujours les mêmes problèmes, mais c'est juste que Arkansas c'était tellement faible que là, ouais, il y a une victoire qui fait du bien, qui met un petit peu de baume au cœur, qui remet un petit coup au moral, tu vois, pour permettre de repartir de plus belle. Mais attention, donc, si vous êtes fan de Notre-Dame, si vous suivez un petit peu ce qui se fait de loin avec le programme, tous les problèmes qu'on a pu voir cette saison avec Notre-Dame ne sont pas réglés, bien au contraire. Et pour Arkansas, tu disais tout à l'heure, la saison, là, ça va changer de coach. J'espère avoir un électrochoc et ils vont en avoir besoin parce qu'ils ont un calendrier qui est dantesque. Là, ça y est, il n'y a que Euh, des matchs de sec maintenant pour eux. Donc, c'est ça, parce qu'ils ont fini leur calendrier hors conf et ils ont quand même Tennessee, A&M, Auburn, Mississippi State, LSU, Texas, Mizzou. Les deux seules équipes classées qu'ils ne jouent pas, c'est Auburn et Mississippi State, pardon. Et quand on voit que Mississippi State est sur une relativement bonne saison quand même, commence bien, ouais. on en parlera un peu après. Ils ont quand même accroché Tennessee, ils étaient au bord de la victoire contre les Volunteers. Donc, euh, donc c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Et Petrino, il a décidé de tout changer, donc on va voir.
On va voir ça. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas que Pittman qui a été viré. Je crois qu'il y a aussi le coordinateur défensif Travis Williams et d'autres coachs également. Donc il y a un vrai changement de staff complet à Arkansas. Et Notre-Dame, ouais, il dit les problèmes défensifs, ça s'est tant vu que ça sur le match, parce que tu arrives quand même à maintenir Arkansas à 0 points sur les deux derniers cartons. J'avoue que j'ai regardé la première mi-temps. J'ai pas regardé la deuxième. Je pense que c'était en gros contrôle sur la deuxième mi-temps. Ouais. J'ai pas trouvé que défensivement c'était si scandaleux, notamment sans Moore, leur meilleur défenseur. Donc après voilà, Gus il connaît mieux l'équipe, il connaît mieux le programme que moi. Ah, et puis Moi j'ai pas faut trouvé pas ça. oublier que c'est extrêmement faible Arkansas. Oui aussi. Ouais, c'est plus sur la faiblesse de l'adversaire, quoi. Ouais, ils se reposent surtout sur leur quarterback là, qui lui pour le coup Green. est un petit phénomène et j'attends de voir le développement avec impatience. Mais c'est hyper faible quoi. Il y a vraiment pas grand chose. En fait, t'as vraiment le QB et le receveur 1. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus dur à gérer. La O-line c'est vraiment faible. Il n'y a pas de jeu au sol. Ouais, si t'arrives à museler un petit peu le receveur 1, même Green, quoi, il y a plus que ses jambes, donc complexe. Et je pense pas que ce soit ces deux seules armes qui puissent inquiéter la défense de Marcus Freeman, quoi. Ouais. Et Carr qui fait un bon match, hein. Il finit à 22 sur 30, 354 yards, 4 TD, aucun Carr inter. qui est sur un bon début de saison tout court, hein. Il est deuxième au QB rating de tout le college football. Il a déjà dépassé les milliards, 9 TD, 2 interceptions. Après, comme on disait, Notre-Dame, le souci, c'est pas l'attaque. Là. Cette année, c'est vraiment la défense. Mais ouais, c'est Carr, sa toute première saison, je crois qu'il est trop freshman. Il est trop freshman, si je dis pas de bêtises, non? Ou il est redshirt freshman? Alors freshman sûr, j'ai pas sur ESPN, ils indiquent jamais si... Aucune idée. Mais encore une fois, de toute façon, on voit que Mike Denbrock est un cordeau très QB friendly. Hein. C'est pas nouveau qui se montre comme ça capable de faciliter un petit peu la prise de job et le travail des QB. Et encore une fois, ça se voit avec Carr. Donc pareil, on va suivre le développement. Tant mieux pour Notre-Dame, parce que CJ Carr. Tu te disais qu'ils avaient deux grosses forces au sol avec Price et Love, mais avec Carr, vraiment, ils ont une attaque qui est plus complète que l'année dernière. J'ai l'impression. Ils arrivent à diversifier un peu plus. Ils ont plus de menaces aériennes qu'ils avaient avec Léonard. On sait qu'il était un peu limité qui était il courait pouvait beaucoup. être un bon passeur, mais qui avait vraiment cette difficulté à prendre en compte le jeu totalement par les airs. Donc, énorme victoire pour le Fighting Irish qui se remet bien après son début de saison en 0-2. Ils sont désormais en 2-2 et Notre-Dame qui est désormais classé 21e. Ils ont gagné une toute petite place, je crois, puisqu'ils étaient 22e, c'est ça, ils prennent une toute petite place à l'AP Poll. Ils sont désormais 21e. En parlant de l'équipe qui était 21e et qui du coup perd légitimement sa place tout simplement littéralement au profit de ceux qui les ont battus samedi, c'est USC, puisque les Trojans après un début de saison fort prometteur ont fait du USC et se sont écroulés à Illinois. Illinois qui était classé 23e et qui vient de se prendre une défaite de 53 points. Pris une tempête, 53 points d'écart. Hein. Ils n'ont pas pris 53 points, ils ont perdu 53 points la semaine dernière contre Indiana. Et là, à domicile, le Fighting Illini a été tout simplement impressionnant. On en parlait avec Baptiste pendant le 1-2-6. Alors moi, je pensais qu'ils allaient se faire... Ouais, non, j'allais dire un mot qui est pas forcément audience friendly. Je pensais moi, j'avais dit qu'ils allaient perdre de 30 points. Hein. Ouais, qu'ils n'allaient pas réussir grosse gueule de bois, ils se font taper dessus par USC. J'ai dit potentiellement Indiana a servi d'électrochoc, mais j'y crois pas. Et j'avais tort, puisque ce match a totalement servi d'électrochoc. Il l'emporte 34-32. Ouais, 34 un très beau match en plus. Moi, j'étais devant aussi. J'ai pu voir que la fin de ce match, comme d'habitude, totalement calamiteuse. Une défense qui a retrouvé sa porosité qu'ils avaient sous Alec Grinch. Mais Altmaier s'est ressorti les doigts. Ça a bien joué. Caden Fegin, je crois que c'est lui le running back. Ça se prononce, le running. Et il fait 6-3 cet enfoiré. Il fait un bon match. Il les porte.
Il y a le fumble, ce fumble en goal line qui fait débat, qui est un des débats arbitraux de ce week-end où on voit la vidéo où le coup des downs et après la balle pop et les arbitres reverse carrément le call ou valident le fumble. Enfin, c'était un peu bizarre. Ça a été un gros changement de momentum dans la première mi-temps ou en début de deuxième mi-temps. Mais voilà, Illinois qui s'en sort, qui reste en 4-1, qui prend une toute petite place à l'AP Poll parce que il y a quand même cette énorme défaite contre Indiana la semaine dernière, donc il passe 22e. USC disparaît du classement malgré Un USC Michael Jordan qui fait un bon match. Hein. Un USC qui peut se dire sûrement scorer trop vite. Oui, à la Vraiment fin, c'est ce scorer que je me trop suis dit vite parce aussi. Ouais. Ils scorent sur le premier jeu après le 2 minutes Après, ouais. time-out. Donc il reste 1,55. Illinois avait encore 7 temps morts et Illinois a fait un bon drive pour s'amener puisque le kick fait 41 yards. Un drive très très maîtrisé. Tu vois, Ouais. j'ai adoré la maîtrise qu'ils avaient sur ce drive. J'ai adoré C'était comment ça a propre, joué. c'était bien appelé, c'était bien joué. Et donc tu peux te dire, USC, effectivement. En plus, quand tu vois la performance de leur défense qui n'a pas été très bonne, tu te dis forcément il y a eu trop de temps qui a été laissé. 1,55, c'était beaucoup trop. Mais bon, après, des fois, il y a des choses. Parce qu'ils ont fait beaucoup de gros plays sur la fin de leur drive, USC, 18 yards, 13 yards, 16 yards. Ouais. Bon, des fois, ça aussi. Notamment avec Mackay Lemon, qui fait Ouais. un match de fou avec des catchs assez impressionnants, notamment le dernier TD à 1,55 de la fin. Une sorte de back shoulder où il se fait accrocher par le DB dans la end zone. Il arrive à se retourner, à catcher, à sécuriser en tombant. Il fait un énorme match. Il finit à 11 pour 151 et 2 TD. C'est vraiment, il était un peu tout seul dans le jeu de passe. catcher room de USC. Après, Maïeval a beaucoup cherché, mais bon, c'est. Ouais, avec 11 réceptions en tout. Donc, Ouais. j'ai pas les targets sous les yeux, mais j'imagine qu'il y en a dû avoir un peu plus. Que 11, il l'a pas fait 11 sur 11, mais ouais, non. Moi, je me suis connecté sur la fin de match et ouais, comme toi, je me suis vraiment dit merde, il score trop tôt. Ça laisse du temps. Il a bien géré, 41 yards, la victoire, l'envahissement de terrain, on en a eu quelques-uns cette semaine, des Stormfield. Et Illinois, c'est rassurant. Après la claque infligée, ils perdent pas le pied tout de suite en Big Ten, ils reviennent à 1 puisque oui, c'était un match de Big Ten. Et USC, la défaite n'est pas non plus. Tu vois, il n'y a pas encore le feu à la maison. On sait que les déplacements coast to coast sont difficiles pour les équipes. Et il y a quand même eu du bon dans cette équipe de USC. C'est juste cette défense les vieux démons de la défense d'Alex Grinch qui sont revenus sur ce match-là. Mais le fait d'être réussi à revenir quand même d'un 31-17 à un moment donné, il y avait, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont quand même. L'USC a quand même fait un bon retour et tu peux juste vraiment regretter le fait d'avoir marqué trop vite. Ouais. Avec une suite de calendrier qui les voit affronter Michigan, Notre-Dame, à Notre-Dame et à Nebraska. Donc c'est pas rien, il va falloir se remettre dedans assez rapidement, comme l'a fait Illinois. Et on va voir si les hommes de Lincoln Riley seront capables de le faire. On passe rapidement par contre sur 2 matchs qu'on a eu sur le même créneau à 18h. Georgia Tech qui reste en 5-0, 2-0 en SEC et qui est désormais classé 17e. Ils ont perdu une place. Oui, ils ont perdu une place, c'est normal. Ils sont allés gagner difficilement du côté de Wake Forest 30-29 avec une erreur d'arbitrage qui est, je pense, la plus grosse que j'ai vue cette semaine. Un offside où le défenseur joue wingback carrément tellement il était du côté de l'attaque. Les arbitres ne jettent pas le flag. Bobby Ashford lance la balle comme si c'était un free play. Il était sûr d'avoir un jeu gratuit. Il lance une fade et puis finalement les arbitres ne mettent pas le flag. Du coup, c'est une 4e qui les force à punt. C'est ça. C'est pas la première fois que je vois des arbitres ne pas flaguer des offsides qui me paraissent assez flagrants. Ouais, en plus c'est évident parce qu'il est vraiment. Il a été très très flagrant quand même. C'est un corner en plus qui vient en. C'est ça, c'est le nickel qui vient bout de ligne, ouais. Et du coup, c'était assez particulier comme action. En tout cas, les Yellow Jackets de Haynes King qui ont encore couru 21 fois. Hein. Peut-être falloir le calmer un peu à ce niveau-là. 21 courses, 106 yards, 2 TD au sol, plus 243 yards et 1 TD à la passe. Et Wake Forest qui a pris la décision à la fin de la première période d'overtime de jouer à 2 points pour gagner le match plutôt qu'aller en overtime 2. Malheureusement, le play a été
très bien défendu de la part de défendu. Georgia Ouais, ouais. Tech. Et donc, pas d'envahissement de terrain, alors que tous les étudiants étaient prêts à le faire. Dommage pour Wake Forest qui avait fait une super première mi-temps et qui derrière en fait, ouais, Georgia Tech est vraiment revenu avec 2 intentions, a bien mieux géré la cloque et a été bien plus fort aussi en défense, a compris un peu, a forcé quelques turnovers et beaucoup de stops notamment. Et derrière, voilà, Wake Forest rate une belle occasion. Franchement, une très belle occasion de passer en 3-1 en battant un adversaire classé. Mais ouais, ils peuvent s'estimer volés, hein, franchement, sur ce offside non sifflé. Ouais. C'est pas les seuls, malheureusement, depuis le début de l'année. On y viendra un peu après, parce qu'on a eu encore une fois, dans beaucoup de matchs, on a des situations très très particulières d'arbitrage comme ça. On va passer à un match rapidement, pareil, qui vous concerne un peu tous les deux, entre l'équipe de Max et les Nemesis de Ryan, donc entre les Ah UCF ouais? Golden Knights et les Kansas State Wildcats. Ah ouais, je savais pas que c'était une némésis de Ryan. Ah bah, Kansas écoutez, State, fuck Kansas State, c'est pas la semaine, fuck off. Putain, d'où vient cette depuis un haine? certain Kansas State LSU. D'où vient cette haine? Attends, petit Ok. storytelling, parce que Max sait pas d'où vient la hate. En gros, sur la dernière année de Orgeron, l'année où vraiment ça puait Et du le salut cul s'est fait virer? pour LSU, exactement. En fait, tu vois, tout le monde se barre du programme. Orgeron, vu qu'il se fait virer, il se casse en avant juste avant de jouer le ball. La plupart des cordeaux se sont tirés aussi. En fait, il restait plus que Brad Davis dans le coaching staff. Brad Davis qui est notre coach online et qui l'est toujours actuellement. Brad Davis qui se retrouve donc du coup head coach intérimaire, mais c'était n'importe quoi. La plupart des joueurs ont opt-out. Tu vois, tous ceux qui avaient une chance d'aller à la draft et tout, ils ont opt-out. Les joueurs qui ont transfert, c'était déjà barré du programme, mais vraiment, en fait, on se retrouve à devoir jouer donc un ball game contre Kansas State avec, je crois, 35 joueurs sous scholarship. On avait des mecs genre responsables de l'équipement, tout ça, qui se sont retrouvés en fait à être coach de position sur ce match. C'était assez lunaire. Et du coup, ils vous ont battu. On se retrouve avec John Trey Kirkland, qui était notre receveur, je crois, 5 ou 6, qui se retrouve à jouer QB, parce qu'il avait joué QB en high school. Enfin bref, c'était vraiment folklore. Et il faut voir l'attitude de Kansas State tout au long du match. Hein. Ça trash-talkait dans tous les sens. Ça ouvrait sa gueule. Ça célébrait tous les first downs. À la fin, ça a gagné. C'était en train de célébrer, de danser devant nos joueurs. Tu sais, les mecs à croire qu'ils venaient de gagner un Super Bowl et qu'ils avaient battu LSU 2019. Et donc, depuis ce jour-là, T'as une haine envers les Wildcats. J'ai des réactions urticaires en fait quand je vois cette équipe de merde avec ces joueurs de merde coachés par ce coach de merde. Je déteste ça, ce manque d'humilité. Franchement, tu bats LSU 2019 de la façon qu'ils l'ont fait, tu as tous les droits de célébrer. Je pense que là, voilà, quand tu bats une équipe de mecs qui vont finir caissier à Walmart, dose un petit peu. Dose un petit peu parce que voilà, quand le Waterboy se retrouve à être cordo off, dose un peu. Tu vois, c'est juste ça. Et donc, depuis ce jour-là, vraiment, Kansas State, j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec mieux alors, cette je comprends mieux parce que je voyais pas trop d'où ça pouvait venir, parce que les deux programmes n'ont pas grand-chose en commun dans leur histoire, mais ok, je vois le. Ouais, malheureusement, on les a pas battus ce week-end, malheureusement. C'est un peu le même triptyque avec UCF depuis l'arrivée en Big 12. On est en 3-0, les matchs Big 12 commencent et on perd. Quoique l'année dernière, on avait gagné contre TCU, mais après derrière, on s'était fait rouler dessus par Colorado. Ouais, match pour faire vite, Jackson se blesse, Ja'Cory Brown rentre, il fait n'importe quoi, du coup on refait rentrer Jackson. Sauf que le score est déjà fait et on a commencé à initier un début de comeback en fin de match, mais insuffisant. Voilà. On est en 3-1. Match contre Kansas à domicile samedi. J'attends quand même. Ça m'a un peu déçu, quoi. Je m'attendais à un peu plus de combativité. J'ai pas envie qu'on fasse encore la même saison, là, 3 ans de suite à pas réussir à avancer en Big 12. Donc, j'en attends plus. Et puis, on verra l'état de Tavian Jackson parce que Ja'Cory Brown, c'est bien, il court vite et des fois, il fait des plays improvisés de fou. Mais
le reste du temps, il balance des saucisses. Donc bon, voilà, je préfère Jackson. Mais je sais pas trop où ça en est sa blessure. Il est re-rentré, c'était mieux. Donc je pense que ça va. Je pense qu'il sera là samedi. Mais ouais, voilà. Ok. Bah, on va rester sur la hate de Ryan. On va profiter de l'avoir chauffé avec Kansas State. Pour aborder le match qui le concernait et qui concernait Val aussi, qui était à Oxford pour ce duel entre top 15 de SEC entre les LSU Tigers et les Ole Miss Rebels. Donc les Ole Miss s'est imposé 24-19 au terme d'un match serré quand même. C'était un match un peu bizarre, j'ai trouvé moi personnellement. Je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de rythme. Là, je regardais un peu. J'étais sur un autre match, je crois, donc Bah, t'avais le Auburn IM à côté aussi. c'est Et... non, le Ohio State Washington que je regardais T'avais un peu. Ohio State Washington, ouais. Mais T'avais 3 bons ouais, matchs quand même. j'ai vraiment eu ok. du mal à accrocher à ce match. Mais du coup, Ryan, parle-nous un peu de cette défaite et de ce qu'il en ressort. Hein. Prends le micro, vas-y, on te laisse. Déjà, tu sais quoi, on va essayer d'organiser un peu mes pensées parce que sinon ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Et jusqu'à présent, on est sur un récap de l'entièreté des matchs du college football. On n'est pas sur un after LSU, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux aborder déjà comme point, Kev? C'est ça déjà, histoire d'organiser un petit peu ma pensée. Déjà, on va parler parce qu'on sait que votre défense c'était votre force, donc que LSU mette que 19 points encore, on s'y attendait pas forcément. Enfin, mais votre défense, qu'est-ce qui a pêché face à Chamblis? Après, parce que votre défense a beaucoup été sur le terrain, c'est ça aussi. Énormément, énormément. Il faut vraiment en fait faire attention pour les gens en fait qui n'ont pas forcément regardé le match et qui vont surtout regarder le box score et un petit peu les stats. Les stats sont pas représentatives de ce que la défense a fourni en fait sur le terrain. Je m'explique très rapidement, c'est que si tu regardes un petit peu les stats, tu vas voir qu'on a encaissé 500 et quelques yards. On prend quoi? On prend plus de 3 TD sur le match. Maintenant, tu l'as dit, la défense a été énormément sur le terrain. Je dirais un bon 75% du match sur le terrain. Alors, pour le coup, le temps de possession est que de 32-22 à 27-38. Donc, il n'est pas tant que ça. Je pense que la fin du match biaise un peu le. Il y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, Kevin. Il faut aussi regarder en fait l'offense qui est jouée par Lane Kiffin, qui est une offense qui est vachement up-tempo. Ils ont un nombre de plays qui est une différence de nombre. Je crois qu'ils jouent 91 jeux, vous en jouez que 54 ou un truc comme ça. Exactement. Et tu as fait du foot, tu sais un petit peu ce que ça représente, les offenses up-tempo. Donc en fait, au niveau du timing, et c'est pour ça que je dis il faut faire attention avec les feuilles de stats. La box score, ouais. Parce que ils ont eu beaucoup de drives, mais les drives ont été rapides à chaque fois. C'est ça. Donc en fait, quand tu regardes le temps de possession, tu te dis bah écoute, ils abusent un petit peu. La défense n'a pas été tant que ça sur le terrain, mais c'est pas ça. C'est que sur les moments où la défense a été sur le terrain, ils se sont pas reposés en fait. Ça drive. T'as pas le temps de te reposer, t'as pas le temps de souffler. Quelque chose qui est souvent overlook, qui passe à la trappe quand les gens regardent juste le sport en tant que spectateur, c'est aussi la fatigue mentale. L'offense de Lane Kiffin, c'est une offense qui se base énormément sur les gens en option. Tout type d'option. Il y a de la RPO, tu as de la read, tu as de la read RPO. Donc en fait, quand tu es en défense et à des postes type linebacker, secondary, mais même aussi sur la D-line, c'est très éprouvant parce qu'en fait, tu passes ton match à devoir réagir. Tu n'es plus dans l'action. Tu es obligé à chaque fois d'attendre, de voir ce qui se passe, de rien montrer à la défense. Le moindre jeu où en fait tu vas aller un petit peu trop vite, où tu vas te précipiter, c'est le jeu où tu vas te faire punir parce que justement l'offense en face va lire quelque chose dans ta défense et va chercher à te punir là où tu n'es pas. Donc en fait, c'est à la fois éprouvant physiquement, mais aussi mentalement. Et donc en fait, finalement, quand tu regardes le match, je crois que si tu regardes le nombre de troisième tentatives, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dernièrement. La défense des LSU n'a pas été bonne sur troisième tentative parce que parfois on a accordé des gros jeux à Trinidad Chamblis qui est allé chercher justement ses jeux avec ses jambes.
Mais finalement, pareil, si tu regardes réellement, je crois qu'on a un petit peu moins de 50. Ils sont à 8 sur 16, ils sont à pile 50%. C'est ça. Et pour faire la comparaison, ce qui est drôle, c'est que en gros, votre défense arrête autant de fois Ole Miss en third down que vous arrêtez Ole Miss. C'est ça. Il y a autant d'échecs en third down, sauf que vous en complétez que 2 sur 11, eux sont à 8 sur 16. C'est ça. Et donc, finalement, quand tu regardes le match d'un point de vue extérieur, tu pourrais te dire que même la défense n'a pas été au rendez-vous. Mais je suis absolument pas d'accord. En fait, si le match se termine sur le score aussi serré que ça, si on reste dans le match, c'est en grosse partie grâce à ta défense. Ce match, c'est une anomalie, en fait. C'est-à-dire que tu regardes le nombre de pénalités, tu vois, t'en parlais, Kevin, tu disais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, mais c'est normal, il y a un nombre de pénalités qui était affolant. Ça finit à 7 flags contre vous, 14 contre Ole Miss, et je crois que, si je dis pas de bêtises, là ça fait quoi? Ça fait un total de 21. Je crois qu'il y en avait déjà 15 à peine à la mi-temps, je crois, voire même avant la mi-temps. Mais c'est ça, c'est vraiment, tu avais un jeu sur deux en première mi-temps où tu avais un flag, donc c'était insoutenable, le rythme était haché, c'était chiant, tu avais des coupures pub toutes les 2 minutes, et en fait tout ce que les mecs ont flagué en première mi-temps, ça s'est pas forcément retrouvé en seconde. C'est un autre problème, il y a tellement de soucis sur ce match que j'ai même pas envie de parler des arbitres. Mais comme je te dis, en fait, ce match, c'est une espèce d'anomalie parce que si tu regardes, tu as Ole Miss qui a un nombre de pénalités qui est affolant. Ils sont à plus de 100 yards de pénalités. LSU a gagné la bataille des turnovers. Tu regardes sur la possession, c'est pas si éloigné que ça. Mais malheureusement, on a perdu. Et tu perds, je crois, que de 4 ou 5 points. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais donc encore une fois, je suis désolé, mais la défense a répondu présent. Mansour Delane, il a été target que 2 fois dans le match. Il accorde 2 réceptions, mais la difficulté des réceptions, c'était assez ouf. Et derrière, il réussit à plaquer directement. Donc, ça a essayé de target un petit peu notre cornerback rookie, Mansour Delane, DJ Pickett. Au final, il finit avec un pick, même s'il a été refusé, d'ailleurs, un pick 6 qui a été refusé. De 73 yards. Ouais. C'est ça a essayé de target PJ Woodland pour essayer de se dire c'est peut-être lui le maillon faible. Au final, PJ Woodland termine avec un pick. Ça a essayé de target deep sur nos safety. Les safety ont fait un très gros match et J. Olsey finit avec un fumble absolument somptueux sur une action qui partait directement au TD. Donc c'est ça. Donc non, honnêtement, la défense a répondu présent et encore une fois, en fait, on a tout remis sur leurs épaules et au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout face à une offense menée par Lane Kiffin et comme je dis, avec les spécificités qu'elle a, c'est-à-dire beaucoup de tempo, un QB double menace et en plus pas mal d'options. Et du coup, vu que tu parles de l'attaque d'Ole Miss, on sait que nous, quand on parle de LSU, on sait qu'à LSU, on était là, ou on va dire classé 4e, parce qu'il y avait comme tu le disais, la défense était en place et que la défense tenait cette équipe. Mais il y avait encore des questions sur l'attaque et des questions qui sont que Brian Kelly a brush off après la victoire à l'arraché, un peu compliqué, enfin pas à l'arraché, mais un peu compliqué contre Louisiana Tech, où on se rappelle, on avait parlé, toi et moi en plus, même pendant le match de Miss, là où il avait gueulé sur les reporters. Là, 19 points, c'est l'attaque, elle est famélique, ça finit à 2 yards par course en moyenne. C'est honteux. Le jeu de course, ça a été le gros problème. Mais honteux. Avec un Durham blessé. Alors qu'en plus, c'est que, Ryan, tu vas y venir et je vais te lancer là-dessus, c'est que on en avait parlé dans le 1-2-6, la faiblesse défensive d'Ole Miss, c'était le run game. Ole Miss est, je crois, 110e environ en run defense du pays. On sait que c'était là qu'il fallait appuyer. Potentiellement, tu as un QB qui est blessé, qui devait revenir à 100% contre Ole Miss, mais qui au mieux revient d'une blessure. En plus, c'est pour avoir eu Drew Brees qui a eu des blessures aux côtes, aux intercostaux avec les Saints. Pour moi, en avoir eu en tant que QB, quand tu as une blessure au torse ou au tronc, quand tu es quarterback, c'est archi handicapant. C'est plus handicapant qu'un poignet main gauche ou qu'une cheville ou quoi. Donc, c'est pas idéal et vous faites 21 courses pour 34 passes. Et avec un jeu de course qui est famélique au possible, avec un Harlem Berry qui est un ancien 5 étoiles qui finit avec seulement 5 portées. Et c'est lui qui met le seul TD, d'ailleurs, c'est qui met votre TD en deuxième mi-temps. Mais Ryan, offensivement, c'est. Mais c'est honteux. Ouais, tu dis honteux, moi je dirais criminel même. C'est honteux, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Honnêtement, c'est pitoyable. Je pense que tu as des coachs en D2 ou en D3 française qui connaissent le fondamental qui est
tu as 8 mecs qui drop en coverage, tu cours sur leur gueule. Là, c'est même plus, c'est un fondamental, c'est basique. On te rush à 3, tu as forcément des rushing lanes qui vont se créer. C'est automatique. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. Mais c'est une honte. C'est une honte. Sur ce match, on est à 56 yards à la course, contre, comme tu l'as dit, la 110e défense à peu près à la course, donc défense à la course qui est Ole Miss. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faut quand même se rendre compte que là, on est à un niveau où on a un cordeau offensif et un head coach qui ne sont pas capables d'installer un jeu au sol face à la 110e équipe du pays sur une D-line à 3. Ole Miss se prenait même plus la tête à nous montrer un front 5. Ils passent, je crois, la majeure partie de la deuxième mi-temps à être sur un front 3. Et tu es incapable de courir là-dessus. Avec, comme tu l'as dit, le running. Il n'y a même pas un draw play ou quoi que ce soit qui sort de ça. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et en fait, on est à un moment où tes principaux contributeurs sur le jeu au sol, ce sont tes receveurs que tu fais venir en motion, puis que tu alignes dans le backfield et que tu fais courir. En l'occurrence, Zevion Thomas. C'est lui ton meilleur runner sur l'année. Pas que sur ce match, sur l'année. Mais c'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. Tu parlais un petit peu d'Harlem Berry qui était le meilleur running back du pays sur la dernière classe lycéenne. Harlem Berry qui est connu donc pour être un running back plutôt receiving back et avec un potentiel de big playability, c'est-à-dire tu lui mets la balle dans la main et lui va être capable de te créer un big play et potentiellement d'aller au TD en un jeu. Ce mec-là, on s'amuse à le faire courir entre les guards, c'est-à-dire qu'on lui donne que des courses à l'intérieur. D'ailleurs, je crois que sur son TD, c'est un power. À côté de ça, tu as un Caleb Jackson qui, lui, est connu pour être un power back que tu fais sortir en tracé. Et normal, j'ai envie de te dire, le mec drop. Le mec a pas de main, c'est un power back, tu vois, tu t'amuses à le faire sortir en tracé, ensuite tu lui gueules dessus quand il drop et tu le fais sortir. Génial pour la confiance. On marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est une offense qui est dégueulasse. Derrière, Nussmeier fait probablement son pire match depuis qu'il a le poste de titulaire à LSU, outre la blessure. C'est-à-dire que même tu récupères un Nussmeier à 100%, tu as 8 mecs qui drop en coverage. Je vous laisse faire le calcul. Il y a combien de receveurs, Kevin, toi qui es un ancien cordeau, ou même qui l'est encore actuellement Souvent, vous gardez votre running pour la passe pro, ça veut dire 4 en général, en moyenne. 4 en général. Est-ce que tu peux me faire le calcul rapidement de ce qui se passe sur un terrain quand tu as 4 V8 T'es à 2 contre 1 dans tous les match-up. Waouh! Double coverage pour tout le monde. Enfin, pardon, à 1 contre 2 du coup. Waouh! Génial, top. Et du coup, tu demandes quoi? De faire plus de passes que de courses sur le match. Exceptionnel, génial, parfait. Brian Kelly, il a combien d'années juste dans le football? Soyons fous, même pas en college football. Le mec doit avoir plus de 20 30, ans. 40. Facile d'expérience. Je pense qu'il a commencé dans le foot, j'étais pas né. Mais est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie ou pas? 1983, il a commencé à coacher. Mais on se rend compte de la dinguerie que c'est ou pas? Ou c'est moi qui marche sur... Tu vois, c'est une folie en fait ce qui se passe. Et le pire, parce que si avec ça, ce serait marrant, ce serait fun, on s'amuse, on kiffe devant le match. Les mecs te rush à 3. Encore une fois, Kevin, toi qui es cord off, est-ce que tu peux me dire, on est sur un 3V combien si tu gardes ton running back en passe pro? T'es à l'inverse, t'es sur un 6V3, donc tu es censé être à 2 contre 1 sur la passe pro. Normalement, oui, tu es censé être tranquille. Les match-up. Parfait. Nussmeier a passé tout le match en étant sous pression. Et il s'est même fait saquer plusieurs fois en étant en 3v6. Mais putain, mais est-ce que c'est... Mais je sais même plus quoi dire en fait. Je sais même plus quoi dire. Je vais devenir insultant en fait et c'est pas le but du récap. Mais est-ce que c'est normal de voir ça en fait? C'est honteux. Mais c'est honteux. C'est honteux. Et ensuite, t'as l'autre sac à merde de Brian Kelly qui va venir dire aux reporters qui essayent juste de faire leur taf en fait. En gros, vous êtes pourri gâtés. Parce que vous voulez absolument réavoir le LSU de 2019. Mais c'est pas le problème. Ces soucis-là, on les voit en fait depuis le Spring Game. Et au bout d'un moment, on a raison d'être inquiet quand on voit ça contre Louisiana Tech. Ouais. Quand on voit qu'on n'arrive pas à protéger Nussmeier face à Southeastern Louisiana, qui est une putain de FCS.
Donc au bout d'un moment, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Oui, il y a du talent sur le terrain, mais là c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Juste, je te donne une petite stat. Je te laisserai faire le calendrier si tu en as envie après Kevin ou Max. Actuellement, LSU en termes de rush, donc de rush yard per game, donc de yard par match, on est à 104,8 en ayant joué donc une FCS, ce qui nous classe actuellement la 121e offense à la course de college football. Ouais, vous êtes bottom 15. Vous êtes dans les 15 pires équipes de college football. Avec des mecs comme Caden Durham en running back, c'est quand même une folie. Voilà. Mais ici, avec Caden Durham, mais putain, mais t'as des 5 étoiles sur ta ligne offensive, t'as des top 4 étoiles. Au bout d'un moment, je suis désolé, il faut aller se faire foutre. Et là, j'englobe beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il faut aller se faire foutre. Un gars que j'aime d'amour, on en parlait tout à l'heure en préambule, Brad Davis, le coach O-line, il faut aller se faire foutre. Joe Sloan, qui était un super coach QB et qui est cordeau depuis 2 ans, faut aller se faire foutre, très sérieusement. Brian Kelly, à défendre tes gars, faut aller se faire foutre parce que je commence vraiment à en avoir ras le cul d'avoir à chaque fois, chaque année, c'est la même chose. J'ai une escouade qui est au top et une escouade qui est bottom CFB, pas seulement bottom SEC, bottom CFB. Donc lui, il faut aller se faire foutre aussi. Mais putain, c'est honteux ce qu'on montre quand même. Faut se rendre compte que c'est honteux. C'est honteux avec le talent qu'on a sur le terrain de montrer ce qu'on montre et ensuite d'oser prendre les journalistes et les fans de haut en conférence de presse. Mais faut aller se faire enculer réellement. Et là, je suis désolé, mais là, je suis chaud comme pas possible parce que je suis tombé sur l'interview de Brian Kelly, donc sa conférence de presse post-match, où là, mais alors c'est magnifique. Le mec, il te jette tout le monde, tout le monde sous les roues du bus. Nussmeier, faut jouer mieux. L'offensive line, faut jouer mieux. Et le cordeau, faut mieux appeler les jeux. Et l'offense, en général, doit mieux jouer. Et la défense doit mieux jouer aussi parce que dans le match, ils n'ont pas été bons. Mais t'es sérieux? Surtout que sur ta défense, t'es pas en 4-1. Mais c'est une folie. C'est une folie. Là, ce qui est en train de se passer, c'est une folie. Donc, très clairement, Monsieur Brian Kelly, je pense qu'avec cette déclaration, on a très bien compris, il veut prendre son gros chèque. Gagnons du temps. Vas-y, donne-lui le chèque. Fous-moi Blake Baker en head coach par intérim, qu'on essaye de voir là pendant 1 an ce que lui, il est capable de faire. Et vas-y, c'est bon. C'est bon. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu vois, on en parlait, nous, en off dans le groupe avec Joff, tu vois, où il disait faut peut-être pas être alarmiste sur les équipes qui sont qu'à une seule défaite parce qu'avec le format de playoff à 12, Ohio State l'a prouvé, tu vois, l'année dernière. Bien sûr, mais là c'est au-delà de ça en fait. L'inquiétude, elle va au-delà de ça parce que justement, tu vois ce qui se passe face à Louisiana Tech et tu te dis en fait, quand bien même LSU là serait capable d'aller en playoff, pour y faire quoi? T'es pas capable de courir contre la 110e défense de college football. T'es incapable de courir et d'essayer d'installer un jeu au sol face à un front 3. Mais qu'est-ce que tu espères faire en playoff quand les défenses elles vont se resserrer, quand le niveau va se resserrer, quand les équipes vont avoir justement gommé toutes les petites erreurs à droite? Mais t'espères faire quoi honnêtement en playoff? Donc ouais, non, je suis désolé, c'est un coup de gueule. J'en ai ras le cul. Je commence vraiment à en avoir ras le cul du LSU sous l'ère Brian Kelly. C'est pas mon équipe. C'est pas. Je préfère avoir un coach moins talentueux ou moins victorieux ou ce que vous voulez, mais un mec qui a des couilles, un mec qui représente un petit peu ce que le football peut représenter pour la Louisiane. Mais là, moi, je peux plus. Je peux plus. J'avais commencé la saison en me disant vas-y, calme-toi et on va essayer de voir et laisse-lui une dernière chance. Là, c'est bon. Ça y est. Pour moi, le divorce, il est acté. Et franchement, vu la dernière conférence de presse qu'il fait, ça y est, moi, ce genre de personne-là, casse-toi de mon programme le plus loin possible. Tu veux être payé, prends ton chèque et arrache ta mère. C'est bon, moi, je peux pas. C'est des fondamentaux du foot. Comme je vous dis, c'est des mecs. On a des coachs en D2 française qui sont capables de ne pas faire ces erreurs-là. Au bout d'un moment, stop. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est une situation particulière à LSU avec un calendrier qui sera pas des plus simples non plus par là, la suite. Même si c'est South Carolina, alors on va en parler tout de suite comme ça. Ça nous fera gagner du temps après, mais 5-13 ce week-end contre Kentucky avec la Norris Seller qui revient un peu. Bon, un match où ils ont couru 48 fois, donc l'avantage c'est que tu peux mettre n'importe qui en QB si tu cours 48 fois.
Oui, ça aide. ça se passe bien. Mais Mais donc voilà, il est toujours il s'était blessé il y a 2 semaines. C'était ouais, quoi? je C'était suis une pas sûr qu'il commotion ou soit à 100%. c'était. Ouais, il est pas trop à 100%. Ouais. Mais donc du coup, et après, ça va enchaîner avec 3 équipes classées, mine de rien, parce que Vanderbilt est quand même 16e. Donc, Ouais. donc 2 déplacements dans l'Alabama avec Vanderbilt et Alabama. Donc ça va être assez Tennessee costaud à l'Est pour aussi. Vanderbilt. Oui, c'est le Tennessee, pardon. Je confonds à chaque fois. Merci Max pour la correction avant T'inquiète. que. Merci. Donc du coup, LSU défait et attends que je retrouve mon. Si c'est ça. Et le match effectivement dans lequel et LSU perd 13 places, hein, pardon, à l'AP Poll. Il passe de la 17. 4e à la 13e place. Attends. Pour moi, ils sont 13e. Oui, ils perdent 9 places parce que tu disais qu'ils perdaient 13 places. Ah pardon, non, ils perdent 9 places et ils sont En 13e. gros, Tu vois. ils échangent avec Ole Miss. Ole Miss passe 4e et LSU C'est passe ça. Et 13e. Miss gagne 9 places et prennent C'était littéralement leur place. le classement des 2 équipes avant le match, mais inversé. Et donc du coup, on va voir le Ohio State-Washington. Ohio State classé numéro 1 du pays, en l'occurrence pour les Buckeyes. Toujours invaincu, bien entendu, qui se déplaçait dans l'une des plus grosses ambiances du college football, une des plus grosses ambiances à l'ouest du pays. Ouais, Qui et des avait la Washington qui étaient deuxième, sur une. Ouais, c'est c'est la ça, deuxième série. Ouais. deuxième meilleure série de victoires à C'est pas domicile du 17. pays. C'était C'était 17 bien victoires de. 17. C'était presque même 2 fois moins que Georgia, qui était à 33, Ouais, je crois. c'était quelque chose comme ça, c'était 15 ou 17, quelque chose comme ça, mais en tout cas, oui, Washington. Bah, après, ils trichent un peu parce que la défaite contre Washington State, elle n'était pas chez eux, alors que ça aurait dû être chez eux, mais bon, peut-être que si ça avait été joué exactement chez eux, ils auraient gagné. Bon, enfin, bref, en tout cas, oui, ils avaient une grosse série. Ça a été un match qui a mis du temps à démarrer. Ouais. Qui a mis vraiment du temps à démarrer. Ohio State a fait pas mal d'erreurs. Et il n'y a que 7-3 à la mi-temps, mais en fait, tu sentais que la défense de Ohio State, même si elle a encaissé des yards, elle a été excellente en red zone. Très très grosse défense en red zone de la part de Ohio State. À chaque fois que Washington s'est retrouvé en red zone, il ne pouvait finir que sur un field goal. Et au bout d'un moment, Ohio State, en deuxième mi-temps, a trouvé Jeremiah Smith plusieurs fois et ça a fait la différence. Et victoire 24-6. T'as la sensation qu'ils sont sortis d'un sacré piège quand même parce que vu la première Ouais, alors mi-temps, c'est ça. C'était un sacré piège, mais même. Alors, je pense que ça a duré. Je vais être honnête avec toi, parce que du coup, le problème, c'est qu'il y avait le match du slate d'avant et qui fait qu'il y avait une prolongation. Je sais plus lequel c'était que je regardais. c'était Donc, du coup, Wake Forest. c'était Wake Non, Forest, c'est ça. Et tant, c'était sur la Fox. je Je sais sais plus. plus, mais en gros, ce qui fait que le Ohio State Washington, j'arrivais pas à avoir un stream. Et en fait, j'ai raté peut-être la moitié du premier quart-temps, voire même un peu plus. Et ouais, quand t'arrives, tu vois que Coleman ça court bien, tu vois que Damon Williams il trouve bien Denzel Boston au milieu sur des sims ou quoi que ce soit. Tu te dis ok, d'accord, ça va être un match intéressant. Et puis mais ça a duré ouais peut-être un quart-temps et peut-être 20 minutes grand max. T'as le fumble sur le punt Mhm. qui permet derrière à Washington d'ouvrir le score, mais sur un field goal. Mais encore une fois, ils ont eu des occasions, ils ont vraiment pas mal bousculé Ohio State en première mi-temps, sauf ils s'en sortent qu'avec 3 points, parce que vraiment la défense de Washington, le front seven notamment de Ohio State a été très très solide. Caden Curry fait un gros match. Il a saqué 3 fois Williams, il était tout le temps sur lui. Il avait McDonald aussi, enfin, la ligne défensive d'Ohio State a fait un gros match. Et après, Jeremiah Smith pas trop en vue au début, puis après ils ont commencé vraiment à, il a réussi à se libérer un peu du marquage, à se trouver plus souvent libre. Il y a eu aussi des plays qui étaient entièrement dédiés à lui. Là, le premier touchdown, c'est vraiment Jeremiah qui fait une in, tout le monde bloque devant et attrape la balle et débrouille-toi. C'était vraiment littéralement ça sur le premier touchdown d'Ohio State. Et voilà, ils s'en sortent. Bon match de Bo Jackson aussi, j'ai trouvé à la course pour Ouais, les ouais. Buckeyes. Il était performant, j'ai bien aimé. Ouais. Et puis voilà, un match, ça n'a pas été des grandes envolées. Ils ont construit leur avance au fur et à mesure. Et puis voilà, je ne vais pas dire de plus sur le match parce que je trouvais que c'était pas non plus un match ultra. C'est un match, je regardais de temps en temps, sauf que c'était pas le meilleur match, mais bon, Non, mais effectivement, c'était pas même moi qui ça a été bien regardais géré. parce que en tant que Big
l'équipe de Big Ten, ça m'intéressait forcément un peu plus. Parce que je voulais voir ce que donnait Washington pour les jouer en dernier match de saison. Mais voilà, j'étais un peu déçu qu'ils produisent ce type de jeu à domicile. Je m'attendais plus à plus de résistance. Mais Ohio State a vraiment bien maîtrisé son sujet. Le score est que de 18 points entre guillemets, mais il y avait une vraie domination d'Ohio State sur le match. Du coup, Ohio State reste classé premier, bien entendu, et Washington qui est, je crois, ils avaient même pas le moindre vote. Non, ils n'étaient pas classés. Ils n'étaient pas classés avant ce match-là. Du coup, ils ont toujours. Mais c'était même pas classé. C'était même pas classé. C'était qu'ils avaient même aucun vote dans tous les ballots du AP Poll. Donc, ils avaient même pas un petit vote. Non. C'était archi pas mérité avant le match. Alors maintenant peut-être un peu plus, mais c'était clairement pas mérité avant ce match-là. Et Julian Céline, j'ai trouvé Julian Céline assez bon, honnêtement. Bonne gestion. Toujours. Très propre. Franchement, il fait un beau début de carrière là en tant que titulaire à Ohio State. Et hâte de voir la suite. Là, tous les matchs qui passent, je me dis putain, ils vont. Tu vois, je me disais Ohio State, nouveau QB, pas mal de départs, peut-être une petite année de transition. Alors, après, une année de transition en mode Buckeye, c'est-à-dire. Mais là, plus ça va, et plus je me dis que c'est une équipe qu'on va retrouver tard en janvier, tu vois. Ouais, c'est. Tu sens que s'ils sont, même moi qui ai des discussions sur qui est classé numéro 1 du pays dans la AP Poll, non, tu sens que. Après, encore une fois, t'es champion au titre, t'es invaincu, il n'y a pas de raison de t'enlever de ce spot. C'est ça. Autre match pour essayer, parce que là, le podcast, on est avec 2 défaites, une victoire, donc on va rééquilibrer les choses, puisque les Aggies de Geoffrey, pardon, sont emportés contre Auburn. Bon match. Je l'ai pas vu ce match-là. Il paraît qu'Arnold a été horrible. Oui, pour changer. J'avoue que j'ai pas regardé le match non plus. J'avais 2 autres écrans. Mais voilà, c'était un match qui m'a étonné par le score. Vraiment, le 16-10 m'a étonné. Marcel Reed qui finit à 15 sur 22, 200 yards, une interception. Le'Veon Moss, bon match, avec 739 yards et son TD. Mais c'est encore une fois, j'attends rien de Jackson Arnold. On va être honnête. Le peu que j'ai vu en début de saison, après c'est peut-être méchant de dire ça, mais les QB rating des 2 QB est à 35.1 chacun, c'est moche. Mais oui, non. Après, et encore Reed, c'est plombé parce qu'il a l'interception. C'est ça, Arnold n'a pas de. Mais il est à 3,8 yards d'average. Non, mais là tu vois le box score, il a lancé que des checkdowns, le mec. C'est ça. Mais ouais, Jackson Arnold, toi, Ryan, tu t'en penses quoi en tant que QB, toi qui es en SEC? J'étais vraiment pas fan déjà la saison dernière. Là, il arrive. Franchement, j'étais impatient de le voir cette année. Je me suis dit que potentiellement, ça pourrait être pas mal parce que autour de lui, il a quand même des cibles intéressantes. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? Je mets un match de Jackson Arnold, ça me fait pas bander. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment nul. Et puis, tu as un Cam Coleman qui est là et qui finit avec 4 catches, 18 réceptions. C'est un tel gâchis de le laisser dans cette équipe aussi. C'est un sacré receveur. Ils font des sacrés recrutements à chaque fois au Burn, mais ça se convertit pas du tout sur le terrain. Les saisons suivent et se ressemblent. Il n'y a aucune excitation, il n'y a rien. L'équipe végète dans le ventre mou de la SEC. Enfin, c'est au secours, quoi. Ah non, mais tu vois, c'est vraiment le. Tu vois, quand je dis en rigolant, ça me fait pas bander, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a plein de petits joueurs, tu vois, hyper excitants en college football, les belles histoires, les mecs où on sait que leur jeu, en fait, ne fera pas une bonne transition sur du jeu NFL. Mais tu sais, c'est des belles histoires et tu kiffes et les mecs sont capables d'aller chercher des matchs et même si leur jeu, il est un petit peu. Qu'il est un petit peu spécial, tu vois, qui rentre pas dans le moule du QB parfait, en fait, ou même d'autres joueurs, des running ou des receveurs parfaits. Bah, en fait, c'est des mecs, c'est des belles histoires du college football et ils nous font kiffer et c'est des mecs qui te font cliquer sur les matchs. Bah, Arnold, c'est juste pas ça, en fait. Et je dis ça parce que on en parlait tout à l'heure avec Ole Miss de Trinidad Chamblis. Trinidad Chamblis, c'est con, mais le mec joue à Ferry State.
C'était Zéro étoile, pas d'offre. éclaté au sol. Et le mec, en fait, tu le vois jouer. Kevin pourra en être témoin parce que je lui ai demandé justement de regarder un petit peu plus sérieusement. Mais tu vois Trinidad Chamblis, le mec a un bras, mais c'est une fusée. Il t'envoie des zips de zinzin. Même s'il n'est pas hyper intelligent parce qu'il a failli coûter très cher à Ole Miss, le mec, il a des jambes. Donc, quand il faut, il se bat en courant. Je prends l'exemple d'un Diego Pavia que toi, Maxence, tu regardais beaucoup il y a 2 ans, qui était à New Mexico State dans le trou du cul du monde. Le mec, il fait 1m55. Bah là, tu le vois avec Vanderbilt, l'équipe, elle est transfigurée. Et il n'a pas le plus gros bras du college football, il n'a pas les meilleures jambes du college football. Il s'envoie à chaque fois, quoi. Et le mec, c'est juste un winner, en fait, tu vois. Et je trouve ça dommage de toujours faire du recyclage, tu vois, d'aller chercher des mecs comme Arnold, l'amante Kevin, là, le quarterback qui a fait toutes les facs du college football et qui pendant un moment était un running gag dans le podcast. Petras Spencer Petras, l'ancien QB de Michigan qui était parti à Iowa. Il a dit l'amante Kevin, je suis égaré, gros. Bien sûr, McNamara. Tu sais, putain, j'ai l'impression. Et pour ceux qui suivent le foot, j'ai l'impression qu'on est en Ligue 1, tu vois, tu fais du réchauffé avec des mecs, on sait que les mecs sont pas bons, putain. Ouais, mais les mecs les prennent en se disant que I can fix him. Ouais, Malik Murphy, c'est nul, gros, putain, c'est nul. Et Oregon State, ils ont cassé la baraque pour lui. Hein. Oregon State, lui, maintenant, je crois. Ouais, Oregon State, ils ont cassé la baraque pour lui. Et à Oregon State, c'est nul. Ouais. Tu vois, et je trouve ça dommage parce qu'on n'est pas en NFL, justement. En college football, tu peux avoir des belles histoires. T'es pas obligé de rentrer dans ce stéréotype de ah ouais, non, mais il a les tools. On s'en fout. Prends un mec qui te fait gagner, putain. On s'en tape des tools. Ça, c'est une folie. Enfin bref, c'était juste mon petit aparté sur Jackson en fait, Arnold. C'est ça, Auburn, c'est ça. C'est que des prospects NFL partout, des 5 étoiles dans tous les sens. Puis tu vois le match et c'est nul. En fait, il n'y a rien. Bah, c'est nul. Je préférais les fans de Auburn ils ont la bouteille de whisky à côté. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça. Rends-moi mon Owen Papo en linebacker l'équipe était nulle, mais il me faisait marrer. Le mec, un gros débile, tu le voyais faire des là, en fait, c'est nul et ça fait pas marrer. C'est ça qui ouais, le mec, c'était un catcher, tu le voyais faire des crossbody, mais ça me faisait marrer. Putain, tu mettais Auburn, je me disais, vas-y, je vais voir Owen Papo. Là, il va assassiner quelqu'un cette semaine, tu vois. Là, c'est pas le cas, c'est chiant, frère. Putain, c'est chiant. Et t'as Cam Coleman, le mec, qui pourrait éteindre des gens, et c'est nul, frère. Ça m'emmerde, ça me gonfle. Tu le foutrais dans une autre équipe, là. On en parlerait tout le temps. Ouais, mais c'est pas le cas. Et une autre équipe où il pourrait faire sacrément mal, ce serait Tennessee, puisqu'on va rester en SEC et les Volunteers ont quand même eu besoin de la prolongation pour se débarrasser de Mississippi State. Attention, mais Mississippi State, c'est la belle surprise du début de saison en sec, franchement. Ouais. J'étais un peu circonspect après le match contre Arizona State parce que je trouve qu'Arizona State a été très très en dessous de ce qu'ils auraient dû être, de ce à quoi on les attend et puis même de leur niveau, même qu'ils ont montré ce week-end. Par exemple, Arizona State fait un vrai match de merde contre Mississippi State. Mais non, ils sont allés chercher la prolongation contre Tennessee. Ils s'en sortent 41-34 et les Volunteers restent à la 15e place d'ailleurs. Ils ne gagnent pas de place à Lay People. Et rapidement aussi, Indiana qui est un peu redescendu de son nuage après avoir éclaté Illinois la semaine dernière, puisque le déplacement au Kinnick Stadium d'Iowa a été beaucoup plus compliqué que ça. Ils s'en sont sortis avec un 20-15 de derrière les fagots. Un bon match de Big Ten. C'est ça, assuré à la toute dernière seconde sur un. C'est le punter ou Mendoza qui non, va c'est dans Mendoza. C'est Mendoza qui prend le snap et il court dans la end zone pour utiliser le temps. Donc il sacrifie. Il menait de 7 points. Jalen Hurst, ça fait la même chose en NFL aussi. C'est ça, on a eu la même action en 48 heures, 24 heures même d'ailleurs. Et donc voilà, donc Indiana s'en sort à Iowa, toujours invaincu 5-0. Encore un gros match de Sarat du côté de Diana, là, ce receveur là qui commence vraiment à être très intéressant, qui est la claire cible numéro 1 de Mendoza cette saison. Ouais, 632 yards et un TD sur le match de samedi. Là, la connexion fonctionne bien là, entre les deux joueurs. Et à Indiana, franchement,
Ça n'a pas été band down, comme pourrait dire Ryan, mais ils s'en sortent avec la win. C'est pas toujours facile d'aller se déplacer à Iowa. Le chemin continue pour les Hoosiers. Ouais, et leur prochain match après leur bye week sera du côté de Eugene pour y affronter Oregon. On va quand même rester dans l'Iowa rapidement et parler d'Iowa State, les Cyclones classés numéro 14 du pays qui recevaient les Arizona Wildcats et Iowa State s'est imposé sur le score fleuve quand même de 39-14. On attendait peut-être un peu mieux d'Arizona, de Fifita, mais la marche était trop haute. Il y a un Rocco Becht qui est quand même performant et non, c'est bien qui est coaché à Iowa qui est State. performant en ayant perdu ses 2 meilleures cibles à la draft. Il avait perdu quasiment, c'était presque 2 milliards à la réception les deux, et la plupart des transferts qui sont arrivés et des joueurs qui sont là maintenant. Je pense à Chase Sowell qui a fait un gros match, tu vois, qui arrive de East Carolina. Il y a eu je crois qu'ils ont beaucoup de transferts. Franchement, Iowa State, je m'attendais pas à ce début de saison en 5-0 après les départs qu'ils ont eus. Je pense, mais ça marche bien. C'est une équipe bien coachée. C'est voilà, c'est la meilleure. C'est déjà, elle est déjà au top de la Big 12 à ce moment de l'année, et finalement va peut-être retourner en finale de conférence. On est encore loin, c'est la moitié de la saison, mais ils ont déjà fait la moitié du chemin. Et les Cyclones, très grosse surprise. Moi, je les voyais dans mes pronos vraiment sur une down year, et c'est pas du tout le cas. Ouais. Donc, bravo à c'est Matt Campbell. Je confonds toujours avec Dan, mais c'est Matt Campbell qui continue année après année à être très très stable avec ce programme malgré le fait que tu es un programme moins gros, tu peux pas toujours faire des grosses classes de recrutement, mais à chaque fois ça marche. Tu as des bons joueurs, ça fonctionne bien, et je suis content pour eux, vraiment très content. C'est un programme que j'aime bien. Je suis très content de voir que ça fonctionne toujours là. Ils ont un début de calendrier qui était un peu plus simple, avec un Kansas State au fond du trou, un Iowa qui a l'offense d'Iowa, on connaît. Là, ils ont Arizona, Cincy, Colorado qui sont vraiment pas le top de la Big 12. On verra surtout sur la fin octobre, début novembre. Là, ils ont le stretch BYU, Arizona State, TCU, Kansas même. Donc on verra ce que donne. Oklahoma State. Non, pardon. Ouais, non, on parle football. Tu verras qu'Oklahoma State, quoique ils ont quand même réussi à mettre 27 points à Baylor cette semaine. On va passer au dernier slate auquel on a eu le droit samedi soir avec les deux gros matchs dont on remercie d'ailleurs les diffuseurs qui ont foutu ces deux matchs à la même heure. C'était Fox d'un côté. Non, Nous, on était c'était sur NBC, nous, je crois. NBC, et eux, c'était ESPN Alabama. Ouais, c'est ça, ESPN, puisqu'il était sur beIN. On a commencé par cette énorme rivalité de SEC entre l'Alabama Crimson Tide et les Georgia Bulldogs. Georgia, on a parlé tout à l'heure de Washington et de sa série de victoires à domicile. Ils étaient deuxième. Pourquoi? Parce que Georgia était la meilleure série de victoires à domicile consécutive, 33 victoires. Mais cette série de 33 victoires prend fin samedi soir contre Alabama. Alabama qui définitivement a un avantage psychologique sur Georgia, puisque depuis Kirby Smart est là, je crois qu'il a gagné une fois pour 8 défaites. Combien? 1 sur 4. Moi, j'ai vu la stat, c'était 1-4. Ok. Mais voilà, Mais il a gagné la finale nationale. Après, je crois par contre, voilà, du coup, dans les matchs de sec, c'est vraiment 0. Ouais, on comprend tout compris. Je crois que c'est assez critique pour ces chiffres. Donc Georgia qui paume son premier match de l'année, qui se retrouve à 3-1 comme Alabama. Et puis qui en plus sort carrément du top 10, puisqu'ils sont classés 12e. Alabama leur prend leur chip la place. Ils sont 8e ou 10e, j'ai mal vu. Ouais, 10e. ils sont remontés dans le top 10. Ils ont quand même pris cette place. Bon match de Bama. Ryan, tu t'as regardé ce match après ou pas, où tu étais sur Oregon Penn State? J'étais plutôt un œil sur Oregon Penn State, et honnêtement, c'était juste après le match d'LSU. Je regardais vraiment ça d'un œil, et j'avais la haine qui me floutait un petit peu les yeux. Franchement, je vais pas te mentir, après la défaite d'LSU, j'étais absent. J'étais clairement absent, donc j'ai vu le score, j'ai vu certaines actions, mais genre aucun souvenir. C'est un match qui m'a un peu déçu personnellement, parce que je m'attendais à peut-être une meilleure exécution, pas forcément plus de points, si peut-être un peu. Je m'attendais à ce que, je pense que tu mets 10 points de chaque côté, ça m'aurait pas choqué.
après, il y a des bonnes défenses, mais tu vois, t'as 2 drops, celui de, j'allais dire Jeremiah Ryan, Smith, Ryan Williams au début Ryan du match, Williams, ouais. pardon, sur le premier, puis t'as le même d'un receveur de Georgia, un Tyler. autre, Taylor. comment ça s'appelle, Qui McConkey-Bis, là, le petit blanc, Ouais. qui drop un truc, mais alors tout seul sur un Ouais. slim post là, Et c'est direct monde, la, et la balle lui arrive. c'est Et alors, l'action du match, hein, clairement. Enfin, c'est le tournant du match parce que Georgia n'a marqué que 7 points dans la seconde mi-temps. Alabama n'en a pas marqué un seul, mais Alabama a tout le temps réussi à les tenir. Et cette action-là, ce drop. Alors tu me diras, il y a le drop de Ryan Williams au début du match, c'est sûr. Mais là, Georgia perd le match sur cette action, hein, clairement, parce qu'après, derrière, ils n'ont pas réussi à se remettre. Et Georgia, on est sur les mêmes problèmes depuis l'année dernière, l'attaque. Il y a un manque d'explosivité, même si tu as Zachariah Branch qui a fait un plutôt bon match, qui a été plutôt en vue sur ce match-là, qui a réussi à faire des petits plays et tout, mais c'est pas encore trop ça. Tu as un manque d'explosivité dans l'attaque de Georgia. Je trouve l'attaque est trop, elle est trop, comment, tu sais, ah putain, j'ai plus le mot. Ouais, je la trouve prévisible. Et Alabama a bien bossé là-dessus. Grosse perf de la défense en deuxième mi-temps. Bonne perf de Ty Simpson, notamment en première mi-temps. Il a bien géré quand même sur le début. Et ouais, non, Georgia, déçu de Georgia. Déçu de Georgia, je m'attendais à mieux de leur part. Moi, j'ai regardé le replay et sur le replay, et vraiment, ça manque de jus, quoi. Cette attaque de Georgia, je trouve, ça manque d'explosivité. C'est pour ça j'avais fait la preview avec Geoffrey, ils ont fait les transferts pour essayer quand même d'apporter un peu plus ce truc, tu vois, de retrouver un jeu. Alors le jeu au sol, ils l'ont retrouvé quand même, parce qu'ils ont dépassé les 200 yards sur ce match-là, mais ouais, ça déçu de la part de Georgia, clairement. Ouais, moi aussi, j'étais un peu déçu globalement, et voilà, on va voir ce que ça donne sur le reste des calendriers SEC. On va avoir quand même des matchs très intéressants. Bama, par contre, voilà, là, belle victoire. Enfin, pour eux, belle victoire à 18, ce qui met fin à une série de 33 victoires de suite pour les Bulldogs, et ça les remet bien tout de suite parce qu'ils reviennent dans le top 10 maintenant. Et la défaite à Tallahassee semble semble digérée maintenant. Ouais, après, encore une fois, tu peux pas forcément rayer Bama parce que Bama reste Bama. Tu peux avoir tous les problèmes que tu as sur le début de saison. Ça reste une équipe qui a un roster qui est impressionnant. Et puis, on a beau dire ce qu'on veut sur la culture et peut-être la mentalité du programme depuis que c'est plus Saban, mais ça reste quand même Kalen DeBoer, le head coach. Et c'est pas n'importe qui. J'ai vu qu'il y avait leur coach receveur, c'est coach Shepard, hein, qui est l'ancien coach de Washington State, qui était l'ancien coach, on en a déjà parlé, hein, l'ancien coach de receveur d'Anthony Mangou à Purdue aussi, par exemple. C'est un des meilleurs coachs receveurs du pays, donc c'est quand même très bien coaché, et forcément tu peux pas compter sans Bama dans une saison. Et là, c'est un peu leur victoire d'éclat, et qui les remet sur la carte après cette défaite inaugurale contre Florida State. Donc 24-21 victoires pour le Alabama Crimson Tide. On a dit qu'il prend 10 places à l'AP Poll et qui rentre dans le top 10. On va finir rapidement sur l'autre gros match qui avait lieu à 1h du matin et qui me concerne plus particulièrement, puisque c'était Oregon qui se déplaçait du côté de Penn State pour un whiteout en pleine nuit, ce qu'on attendait depuis quand même pas mal d'années, puisque merci à la Fox, ils mettaient des whiteouts à midi. Je me souviens d'un whiteout contre Washington, c'était à 18h. C'était l'année dernière, qui est une hérésie totale. Donc là, c'était très bien, c'était en pleine nuit, c'était incroyable, c'était tout simplement 100 000 personnes de plus que le dernier match Big Ten à l'extérieur d'Oregon, puisqu'ils ont joué dans le stade rénové de Northwestern. C'est pas la même ambiance. Mais voilà, c'était un sacré match. Je pense que le score final, donc Oregon l'emporte 30-24 en prolongation. Je trouve que le score ne reflète pas forcément le match, parce que Penn State est inexistant pendant 3 quarts temps et demi. Je crois qu'ils sont à 109 ou 129 yards au total au début du quatrième quart. C'est le field goal marqué. C'est ça, ils sont même à la mi-temps, je crois qu'ils sont à 49 yards. Enfin, ils se font graille de partout, et il y a 0-0 à la fin du premier quart-temps et 3-3 à la mi-temps, uniquement parce que Oregon fait des turnovers en down et manque ses field goals.
Vous avez été super agressif. Moi, c'est vraiment le premier truc. Après, c'est le truc de Lanning. On le sait aussi. De toute façon, alors, je crois que la première tentative, à la première quatrième qui tente, il y a un false start de Jamari Johnson, le tight end, donc il la joue pas, il punt. Mais déjà, et il était dans son camp. Donc déjà, tu te dis, ok, le match, même sans compter celui-là, on en tente 7. Oregon a quand même tenté 7 fourth down, ils en ont converti 5. Parce que du coup, il n'y a que 6 sur 18 en troisième tentative, mais du coup, voilà, derrière, ça a bien converti. Je trouvais que la défense d'Oregon a vraiment step up. Encore une fois, une D-line qui a fait un énorme boulot, parce qu'on aime bien chier sur Bear Alexander, qui fait aussi partie de ces touristes un peu du college football et qui visitent tous les États-Unis année après année dans des programmes différents. Il s'est réveillé depuis la semaine dernière et là, il a vraiment eu sa part du boulot à faire au milieu de cette D-line. Il a vraiment fait un gros boulot. J'ai trouvé que la D-line avait fait un très bon boulot. Les deux corners freshman à qui on promettait l'enfer, qui ont donc concédé 2 réceptions à eux deux, je crois, contre les receveurs transferts de Penn State. Donc non, ça a été un très beau match il y avait 17-3 pour Oregon. On pensait que c'était le 17-3 dans le quatrième quart-temps à 12 minutes de la fin. On pensait que c'était fini. Puis là, en Penn State tape un drive de 4 jeux, vraiment first down à chaque fois. Finit sur un touchdown de 35 yards pour Ross. Une belle passe de Allard, sûrement sa meilleure passe même de l'année. Pour Allard qui a été, je pense, en dessous de ce à quoi on s'attend de lui. Il est, toi Ryan en parlait tout à l'heure avec les QB qui te font gagner ou pas. Allard peut pas forcément te faire gagner dans les gros matchs. Allard, tu lui mets. Alors pour le coup, je crois qu'il prend 18 pressions sur ses 25 dropbacks, ce qui est assez énorme. Donc encore une fois, gros job de la D-line d'Oregon. Mais le problème, c'est que dès que tu es en pression, si jamais tes pieds, en fait, tu as l'impression de voir un lapin dans les phares d'un 36 tonnes quand Allard il prend une pression. Quoi. Il y a le footwork qui devient merdique, le release point qui devient merdique. Enfin, il y a des balles où tu as ton gars qui se fait chier à prendre 3 yards de séparation et tu arrives à mettre la balle dans le sol sur une out à 10 yards. C'est vraiment, c'est les problèmes que j'avais avec Allard l'année dernière. Ryan et moi, on en parlait en tout début de saison. On se disait, j'ai un problème avec Allard et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ouais, Je pense que c'est ça. C'est son incapacité à être capable de rester un minimum gainé dans la poche quand il y a un minimum de pression. Et c'est flagrant sur ce match parce qu'il y a, surtout en première mi-temps, il y a énormément de balles, notamment des grosses conversions qui réussit pas parce sa mécanique se délète complètement. Donc il finit à quoi? C'est quoi? C'est 15 sur 25? 14 sur 25, 137 yards, 14 de sur TD. 25, ouais. Et il fait l'interception de la défaite. L'interception qui scelle le match de Dylan Tillman. C'est vraiment là, premier jeu du coup de leur drive d'overtime 2. Il lance en triple coverage, enfin il se précipite, il force le play. J'ai écouté Lanning et j'ai écouté Tillman qui en parlait après le match, c'est qu'en fait, il jouait beaucoup cette fly sweep avec Peña. Et d'ailleurs, leur big play en première prolongation, c'est là-dessus. Et Lanning disait, mais en fait, on sait qu'il joue en read, donc soit Peña la garde, soit Allard donne la balle, soit il la garde. Mais il dit on s'attendait à la play action. Il dit on s'attendait, je sais plus quel nom il donne. Il dit on s'attendait à la play action où ça drift après. Là en plus ils l'ont joué côté fermé, donc ça réduit forcément les espaces. Et quand tu vois Silman, en plus si tu regardes bien la vidéo, il se cache derrière le juge de mêlée. Ce qui est une énorme dinguerie en fait. Il se cache derrière l'arbitre en mettant la tête sur le côté pour voir ce qui se passe. Il fuse sur la sideline, il undercut je crois que c'était Reynolds le tight end qui était visé. Et mais en fait il l'attendait. Il s'attendait vu l'endroit dans le terrain, la situation, ils attendaient à ce qu'il joue ça. Et donc c'est gros job de la part d'Oregon qui, je pense, fait son meilleur match sous l'ère Lanning, son match aussi avec le plus d'impact, on va dire. Je pense que ça a même plus d'impact que la victoire contre Ohio State l'année dernière qui était à domicile. Là, t'as tout qui est contre toi et t'arrives à aller chercher cette victoire. Je parlerai même pas parce que pour moi l'arbitrage a pas été tip top des deux côtés. Il y a des holdings qui sont oubliés, je pense, des deux côtés. Le targeting. Le targeting qui, je pense que je vais encore m'embrouiller sur Twitter avec des gens là-dessus, mais qui est Ryan et moi, on se fait assez chier à gueuler sur des mecs qui s'emmerdent à tacler correctement, à mettre les bras, à lever la tête, mais parce que tu as le côté de ta grille qui va taper contre le côté de la grille du mec. Ouais, mais il y a le contact casque contre casque. Et ben, tu te fais virer, tu prends un match de suspension.
Un mec qui est au Typiquement, sol, typiquement le plaquage de Whitwicks contre Florida où je me suis fait l'avocat du diable et on s'est embrouillé justement avec Kevin et Guillaume parce qu'il me disait mais si, il y a, et je disais mais c'est un scandale en fait d'influer sur le match en mettant un targeting à ce moment-là pour qu'au final, contre Penn State, le truc c'est un attentat sur un joueur qui là pour le coup est defenseless avec la tête la première sans engager les bras et là il est déjà au sol je crois, hein, il a déjà les genoux. Il est plaqué et puis même le défenseur lui prend les bras donc il peut pas se protéger et ce qu'il faut se dire c'est que sur la situation, je crois que c'est Jaden Limar et d'ailleurs il faut que j'aille aux nouvelles parce que je sais pas, j'ai pas trouvé de news sur lui. En fait il est plaqué en troisième, ça donne une 4e et 1 trop courte. En première prolongation, en fait, Oregon est obligé de jouer la 4e, de convertir et ensuite de marquer avec la shovel sur Jamari Johnson. Mais dis-toi bien que potentiellement, le match pouvait se terminer là-dessus. Alors pas terminé, mais se terminer si Oregon ne convertit pas effectivement. Ouais. Alors que tu es censé avoir première à 1 yard. Et je parlerai même pas les 15 yards que prend Alex Harkey, le tackle droit d'Oregon, qui est, je pense, la CNS la plus ridicule que j'ai vue cette année. Genre, les deux se chicotent et tu le vois même pas à l'image, mais en fait, tu sais, le truc bidon que tu fais à ton petit frère quand il passe devant toi, tu sais, quand tu lui fais triper avec le pied, tu sais, la Ravanelli, tu sais, tu lui mets le pied derrière l'autre comme ça, le mec, il se casse même pas la gueule, mais en fait, et l'arbitre, tu vois que l'arbitre, il s'excite d'aller sortir son flag, oh putain, j'ai pas mis de flag du match, je vais lui mettre. Mais vraiment, genre, t'arbitres des adultes, et toi, tu réagis comme un gamin de 4 ans qui vient de voir un, et malheureusement, et tu vois, c'est ce que je disais dans un de mes tweets, c'est que un match où tu vois pas les arbitres, où tu te fais pas chier à siffler le holding, tu dis vas-y, tu sais quoi, on va laisser jouer, tu laisses le contact entre les receveurs et les DB, tu laisses les O-line essayer de grapper un peu, et tu vas foutre 15 yards sur un des derniers drives là-dessus, tu te dis mais les gars, vous êtes des grosses merdes en fait. En fait, le syndrome du personnage principal où tu es obligé de putain, on n'a pas vu les zèbres, il faut que les gens se rappellent qu'il y a des arbitres dans le match. C'est de la merde. Je suis désolé, ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent dans le college football. Heureusement, à la fin du match, Oregon s'en sort parce que sinon ça m'aurait énervé, je pense, jusqu'à encore maintenant, j'aurais été dans le même état que Ryan. Mais voilà, on s'en sort bien. Oregon 5-0. Chose à noter, c'est qu'Oregon est désormais détenteur de la plus grande série de victoires à domicile et à l'extérieur. 18 victoires à domicile. Ils sont invaincus en saison régulière de Big Ten depuis leur arrivée dans la ligue l'année dernière. Ils sont enfin en bye week après un début de saison de 5 matchs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils recevront Indiana. Ça va faire T'as aussi l'action là au détriment de Penn State, là, le fumble finalement pas sifflé, retourné finalement. Ça peut changer beaucoup parce qu'Oregon marque le premier TD du match juste après. Après, moi, je vois la photo. Je suis désolé. C'est chaud. Je vois un morceau du genou qui est caché par des brins d'herbe. Pour moi, ça veut dire que le genou il est en dessous de l'herbe, donc il est down. Après, encore une fois, c'est des détails. Dans le sens, j'aurais peut-être dit que c'était l'inverse, mais bon, je suis pas scandalisé par ça non plus, quoi. Et un autre, pas dire rookie, mais de petit starter, premier starter qui démarre bien, c'est Dante Moore, qui a quand même dans l'enfer du Beaver Stadium, il sort un match solide. Et il est passé leader en yard. Des paris pour être le Iceman après son match. T'as l'impression que je crois que c'est Pate et Pickett qui en parlaient, c'est que il est au Beaver Stadium avec 110 000 personnes sur un white hat, t'as l'impression qu'il est à l'entraînement le jeudi en fait. Il a une tête en fait, tu peux prendre ça pour du je m'en foutisme, mais en fait, il est tellement calme. Et c'est assez impressionnant le play qu'il met là où il met le TD le TD de la gagne sur Gary Bryant, où il a le meilleur défenseur de Penn State qui est free rusher. Il met la deuxième main, déjà d'avoir la lucidité en tant que sophomore, de mettre la deuxième main sur la balle. Il enlève l'épaule, il lui passe à côté, sidearm dans la course, le mec qui marque TD de 25 yards. Et alors moi, c'est très très propre. Le joueur que j'adore là, c'est Dakorian Moore là. Il fait tellement maigre, il fait tellement brindille, mais alors Mais il a une vitesse, un body control, il a des mains, il a une belle vitesse. Après, c'est un trou freshman, hein, il a le temps de s'étoffer un petit peu physiquement. Mais j'aime bien, moi j'aime bien ce genre de profil, tu sais. T'as poids plume, mais qui arrive toujours à se démarquer, toujours à avoir des bonnes mains, toujours à faire avancer son équipe. Franchement, tu vois pourquoi le mec était un 5 étoiles. Oui, voilà, c'est l'un des. La connexion Moore, je sais pas s'il y a un nom officiel, mais elle est en place. M&M's, excellent. M&M's. Mais ouais, je crois que c'était le meilleur receveur de la classe 2025, hein, si j'ai pas de bêtises, ou c'était Dallas Wilson, je sais plus. Non, je crois que c'était lui le numéro 1. Et en tout cas,
Et en parlant de freshman, d'ailleurs, le petit duo de running back, Dear Hill Jr. et Jordan Davidson, qui sont les 2 scoreurs pour Oregon, du coup, pendant le temps réglementaire, c'est Dear Hill, je pense, qui va, si ce n'est pas cette année, mais au moins l'année prochaine avec Willington et tout le monde qui part, je pense qu'il sera. Pour moi, j'ai dit que c'était faut se dire que c'est le futur Kenyon Barner. Il a le jeu de Kenyon Barner, mais en faisant 5'11", 205, quoi. Donc, ça peut être Kenyon Barner, mais avec un gab un peu plus gros comme un Jonathan Stewart. Donc, ça peut vraiment être le futur de la rushing attack d'Oregon, et c'est vraiment, encore une fois, tu vas dans cette ambiance avec une équipe qui est très très jeune. Tes meilleurs joueurs, c'est que des freshmen ou des sophomores, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je suis très très content. Encore une équipe qu'on attendait peut-être en down hier et qui est en 5-0. C'est ça, tu étais censé être pas en reconstruction, peut-être en transition, on va dire ça. Ouais. Et en tout cas, Will Stein se pose peut-être comme le prochain quarterback gourou, peut-être pour prendre la place de Lincoln Riley, parce que là, les 3 derniers QB, ils ont tous été finalistes Iceman, sont en NFL. Enfin, les 2 derniers sont en NFL. Et Moore, en tout cas, il y a tout le monde personne l'attendait là après son début de carrière à UCLA. Et il est en train de montrer que le choix qu'il a fait. Ouais, de revenir, de rester une année. C'est ça, son choix de littéralement de transférer pour redshirt et être dans un système offensif qui fonctionne avec des bons coachs et derrière un vétéran, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, surtout comme on le disait dans un monde pro qui est en train de value de plus en plus, pas forcément les QB qui sont jeunes et qui ont beaucoup d'années à donner, mais des QB qui arrivent un minimum près, avec peut-être plus d'années d'expérience de college football, c'est peut-être pas la mauvaise solution. Donc on va voir ce que ça donne pour lui cette année. En tout cas, il est sur une très bonne lancée, sur un très bon début de saison. Juste un petit mot pour Penn State, parce que j'ai vu beaucoup de trucs, genre les fans de Penn State, c'est la 5e semaine, ils sont en 3-1, ah ça y est, c'est la fin. Non. Après, je peux comprendre la déception. Je comprends aussi, tu vois. Mais Ohio State a été champion l'année dernière, ils ont prouvé, ils perdent contre Oregon, contre Michigan. Ils arrivent à redresser leur saison après avoir perdu contre Michigan. Michigan, c'était the game, c'était la fin de l'année, ils étaient avec un Ryan Day qui avait un peu ce il avait profil déjà de match. Il avait une fesse en dehors de la chaise d'être coach quand même. Donc, mais James Franklin, je peux comprendre aussi parce que les saisons se suivent et se ressemblent pour Penn State. Dès qu'un adversaire top 10 se ramène, ça perd. Et je peux comprendre aussi que les fans en ont marre, t'as la frustration aussi, t'as le white-out, t'avais beaucoup de monde, c'était l'occasion de marquer un grand coup et tu perds encore. Donc je peux comprendre la frustration. Après, comme disait Geoffrey, le college football a changé maintenant. 2 défaites dans la saison régulière ne veulent pas dire que ta saison est finie et tu peux quand même finir champion national. Surtout mais dans les fans, une des 2 meilleures conférences comme la SEC ou la Big 10. Oui, voilà, bien sûr, oui, parce que 2 défaites en Big 12 et on en parle, sauf si tu remportes la conférence. Mais les fans, je pense que les fans aussi, peut-être un ras-le-bol de toujours, le jour sans fin, toujours revivre les mêmes scénarios avec Penn State depuis des années, et de se dire que on n'est pas à Ohio State et qu'on n'aura pas ce bouton on-off quand les playoffs arriveront, quoi. On verra en tout cas Penn State reste bien classé, ils perdent que 4 places entre guillemets, ils sont 7e, Oregon en prend 4 et 2e. Maintenant, les défaites comme ça, ils les font pas trop reculer. En plus, après, Penn State, vu ce qu'ils ont prouvé offensivement, après c'est comme LSU, je pense qu'ils ont une bonne défense, mais l'offense est très très suspecte. Puis après, Penn State, ils avaient joué personne avant et ils ont un calendrier qui est, si tu comptes les FCS, ils ont 90 équipes de FCS qui ont un calendrier plus compliqué que le leur avant le match contre Oregon. Donc effectivement, ça parle pas forcément pour eux. Leur calendrier est pas, à part l'enchaînement Ohio State, Indiana qui arrive fin octobre, début novembre, le reste du calendrier est pas incroyable. Donc ça, ils ont 2-3 matchs contre les gros de la conférence. Du coup, c'est la fin des matchs qu'on voulait voir. Il y avait Missouri qui a déroulé sur UMass, BYU qui l'a emporté à Colorado pour finir sur le top 25. Colorado qui déçoit malgré son jeu de chaise musicale au poste de quarterback avec un Sawyer ou Salter qui fait. Et BYU encore nous refait le même coup que l'année dernière avec un démarrage à 4-0. Malgré le remous au poste de QB qu'ils ont connu à l'intersaison. Ouais. Avec leur nouvelle quarterback avec son numéro 47. Numéro de mécréant là. Donc voilà, donc en tout cas, merci les gars d'avoir été là pour ce récap. Je vous souhaite une meilleure fortune pour vos équipes respectives à partir de la semaine prochaine. Kansas, on verra. Voilà. Ryan, c'est quoi? Vous êtes en bye week la semaine prochaine, peut-être bien?
Ouais, il me semble qu'on est en bye week là. Et puis de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Donc là, l'autre Oh coup, non. je m'en bats les couilles. Donc en tout cas, j'espère que ça ira mieux du côté Et de UCF. Et Ryan, samedi, il y a Diego Football qui se ramène à Tuscaloosa. Oh, Est-ce que c'est pas une raison d'être heureux? Moi, je vais vivre par procuration avec Vanderbilt et Clark Lee. D'ailleurs, Vanderbilt, ça va pas parler. Jusqu'à ce qu'ils viennent et qu'ils nous bottent le cul chez nous parce que notre offense, ça leur a mis 2 yards. Mais tout ira bien et je suis qu'un gamin pourri gâté, moi. Et Vanderbilt d'ailleurs qui recevra College Game Day. Non, samedi. c'est Bama. Le match est à Bama. Pardon, c'est à Bama, c'est à Tuscaloosa effectivement, mais c'est pour le Vanderbilt Bama. qui est en 5-0. D'ailleurs, on en parle vite fait. 5-0, victoire contre Utah State. Grosse attaque, la défense a quand même encaissé 35 points. Ouais, j'étais surpris de leur prendre 35 ans par contre. Ouais, mais c'est la deuxième fois qu'ils sont en 5-0 depuis. C'est la première fois depuis 2008 et après il faut remonter aux années 30, je crois, pour les revoir à nouveau en 5-0. Enfin bref, le programme c'est une folie depuis l'arrivée de Diego Pavia et du coaching staff aussi qui avait changé. Enfin bref, ça fait plaisir de voir les Commodores performer comme ça. 5-0, déjà plus qu'une victoire pour valider le bowl et peut-être plus. Ouais, c'est ça le ball game pour Vandy validé après 6 matchs, c'est le rêve. En tout cas, une semaine prochaine qui s'annonce, pareil, il y a pas mal de bye week aussi qui vont se passer là. Ouais, il y a beaucoup de bye week là, j'ai l'impression. Une semaine qui est un peu plus calme le week-end prochain, mais en tout cas, on sera quand même là dans le 1-2-6 samedi à 17h comme d'habitude pour vous présenter tout ça. On sera là la semaine prochaine pour le récap aussi. Max, merci. Ryan, merci. Force à vous les gars. Je vous souhaite une bonne semaine. Ouais, t'inquiète. Nous, on vise les 6 victoires. C'est Ryan qui... C'est sûr que là... ça va le faire. Je te dis, il va encore gagner quelques matchs, il va ouvrir sa sale gueule, ça va me tendre pour rien en fait. Tu vois, toi, parce du qu'il coup, y a trop... pour Noël, on souhaite Brian Kelly loin de bâton rouge. Ouais, de ouf. Parce qu'il y a trop de talent. Même pour Thanksgiving. Vous savez très bien, il y a trop de talent dans l'équipe, donc on va encore gagner des matchs rien que sur le talent, mais ça me débecte, Sur nous, à UCF, c'est pas la même ambiance, c'est une vraie reconstruction avec Scott Frost, déplacement, voilà. Si on peut gagner tous nos matchs à domicile de Big 12, je serais content. Si on peut arriver en bowl, je serais content. Moi, c'est vraiment ça, et on est en 3-1, on a la moitié du chemin qui est fait, maintenant, on verra. On verra. Donc du coup, c'est ça. Donc on se retrouve samedi Ouais. pour cette semaine qui sera highlight, on va dire, par le Miami Florida, le duel de Floride de ACC, dont on n'a pas trop parlé la ACC aujourd'hui, mais Florida State. Florida State, pardon. Là, je fais bienvenue dans TTP où on oublie le State à chaque fois. Mais voilà, donc le Miami Florida State qui devrait a perdu un peu de sa grandeur avec la défaite de Florida State à Virginia, mais ça qui va quand même rester de ACC de l'année. Ouais. Et c'est ce match qui va nous tenir en haleine tout le samedi. Merci à vous, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à vous. Ciao. 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 Merci. Ciao.